Ce n'est pas une guerre, c'est un sociocide, la destruction d'une société entière. C'est également un ethnocide, la destruction d'un groupe ethnique entier. Pour les Palestiniens, c'est l'Holocauste. Donc, jusqu'à ce que quelqu'un propose un meilleur terme qui crie précisément ces atrocités, je recommande d'utiliser ce terme. Il porte des connotations de racisme, de cruauté et de l'indifférence du monde. Aujourd'hui, je m'assois avec une femme dont le récit est aussi complexe et captivant que le pays d'où elle vient, Israël. Son nom est Nurit Peled El-Hanan. Dans certains cercles, ce nom est synonyme de défi, d'érudition et de perte déchirante. Malgré les tentatives récentes de la faire taire, comme vous l'entendrez dans l'interview, Nurit nous invite dans son monde. Ici, la tragédie personnelle se heurte aux héritages historiques, et sa quête de paix défie les récits profondément enracinés. Au cœur même d'Israël, nous rencontrons une femme qui est universitaire, chercheuse et éducatrice. Son expertise en langue et en endoctrinement n'est que la pointe de l'iceberg, même si sa recherche est révolutionnaire en soi. Tous ceux qui connaissent le nom de Peled savent que l'histoire de Nurit ne peut être racontée sans plonger dans la saga familiale, qui est entrelacée avec la genèse même d'Israël. Son père est un personnage central de cette histoire, non pas parce qu'il était un général israélien lors de la guerre de 1967, mais parce qu'après la victoire d'Israël dans cette guerre, il a échangé son uniforme de général pour le manteau d'un véritable activiste de la paix. Cette transformation d'un stratège militaire de haut rang en un partisan de la paix et d'une solution à deux États est une histoire de changement radical. Un changement qui a eu des conséquences profondes pour lui et toute sa famille. Dans un retournement de situation presque prophétique, les prédictions de cet homme semblent s'être réalisées après les attaques du 7 octobre. L'histoire familiale devient encore plus complexe avec la figure du grand-père de Nurit, Abraham. Il a joué un rôle crucial dans la fondation d'Israël. En tant que l'un des signataires de la Déclaration d'indépendance, Abraham n'était pas juste un observateur de l'histoire. Il la façonnait. Il a ensuite servi comme premier ambassadeur d'Israël en Suède. Cette période a été marquée par l'assassinat controversé du médiateur de l'ONU suédois, le comte Folke Bernadotte, par un groupe terroriste sioniste, connu sous le nom de Lehi. Cet événement souligne un moment critique pour la nation, surtout considérant qu'un ancien membre de ce groupe est devenu plus tard Premier ministre d'Israël. Maintenant, il y a une autre personne dont nous devons parler. Miko Peled, le frère de Nurit, joue également un rôle significatif dans la saga de sa famille. En tant qu'ancien membre des forces spéciales israéliennes, le passé militaire de Miko ajoute de la complexité à son approche de l'activisme. Il est un activiste de la paix énergique à part entière, combinant des initiatives de base et un plaidoyer mondial pour une résolution juste israélo-palestinienne. Dans ses livres, Le fils du général et l'histoire de la Holy Land Foundation, il éclaire les aspects multifacettes du conflit, depuis une perspective d'initié. Ainsi, comme vous l'avez vu, l'histoire de Nurit n'est pas juste une question de géants historiques et de narration nationale. Au lieu de cela, elle est profondément personnelle et douloureusement poignante. Mais c'est aussi une histoire de tragédie et de perte. La mort d'une fille de 13 ans dans un attentat suicide palestinien est quelque chose qui aurait profondément aigri la plupart des autres personnes. Pourtant, Nurit a transformé son chagrin en un canal pour la compréhension et la réconciliation. Ce faisant, elle a défié le système même dont elle faisait autrefois partie. Il y a ceux qui critiquent Nurit et sa famille pour leur passé et ascendance sioniste. Mais pour moi, les personnes ayant le courage de subir un changement de paradigme dans leur vision du monde sont des pionniers de l'évolution personnelle. Ils embrassent un changement transformateur, souvent à des coûts sociaux, professionnels et financiers considérables.
En m'engageant avec Nurit, je n'étais pas simplement en train d'interviewer une autre universitaire ou activiste. Je rencontrais un pont vivant entre le passé d'Israël et son potentiel futur cataclysmique. Alors rejoignez-nous alors, que nous traversons le paysage de la perte, de l'héritage et de la quête incessante de la paix dans un pays où l'histoire n'est pas seulement rappelée, mais vécue chaque jour. Professeur, merci beaucoup de vous joindre à nous. C'est un réel plaisir de vous parler. Votre cas m'intéresse particulièrement, comme nous le discuterons plus tard dans l'interview. Pour vous présenter brièvement, si j'ai bien compris, vous étiez à l'Université hébraïque de Jérusalem. Vous êtes maintenant à la retraite, mais vous êtes actuellement au collège académique David Yellen à Jérusalem. Oui, mais j'ai depuis quitté ce poste. Je voulais vous demander cela parce que, si je ne me trompe pas, il y a un peu de controverse, n'est-ce pas? Pourriez-vous, s'il vous plaît, élaborer? Oui, cela me convient d'en discuter. Il y a un professeur à l'université hébraïque nommé Gad Yair qui publie fréquemment des vidéos. Après le 7 octobre, il a posté 2 vidéos. Une vidéo affirmait que le Hamas est exactement comme les nazis et l'autre appelait à une seconde Nakba. Ces vidéos ont été partagées dans un groupe WhatsApp privé pour les conférenciers, un groupe où la direction n'est pas autorisée. Les gens dans le groupe ont commencé à être d'accord avec le contenu. En réponse, j'ai écrit un commentaire. J'ai argumenté que le Hamas ne peut pas être comparé aux nazis parce que le nazisme était une idéologie soutenue par un État avec une armée visant à exterminer ou éliminer les minorités sous son règne. L'Allemagne était un tel État. Nous ne sommes pas gouvernés par le Hamas. Ils n'ont pas d'État ou d'armée de la même manière. We are not under the rule of Hamas. They are not a state with the army. And I think that a better comparison would be... Et je pense qu'une meilleure comparaison serait avec les rébellions des peuples opprimés, y compris les esclaves. J'ai cité Jean-Paul Sartre, qui a dit qu'après des années à avoir votre pied sur le cou de quelqu'un, quand cette personne a enfin l'occasion de vous regarder, quel genre de regard pensez-vous recevoir? J'ai conclu en disant: c'est le regard que nous avons vu le 7 octobre. Ensuite, je n'ai pas prêté attention aux réactions. Le lendemain matin, j'ai vu que les gens étaient furieux contre moi, me maudissant et me souhaitant toutes sortes de choses horribles. Juste 3 heures après mon commentaire, j'ai reçu une lettre de suspension du président, ce qui viole toutes sortes de réglementations. Which is against all kinds of regulations. You don't do that. And other members of... Vous ne faites pas cela. D'autres membres de la direction, y compris des directeurs, ont dit qu'ils n'avaient consulté personne à ce sujet. Ils n'étaient pas au courant de sa décision, qu'il a prise seul. Il m'a invité à une audience avant de prendre une décision, mais j'ai refusé d'y assister parce que je ne reconnaissais pas son droit de le faire. J'ai écrit une lettre expliquant ma position. Il semble qu'il ait consulté ses avocats, qui lui ont dit qu'il ne pouvait pas procéder à la suspension. Au lieu de cela, il a émis une lettre de réprimande à placer dans mon dossier personnel. J'ai déclaré que si la lettre de réprimande n'était pas retirée au début de l'année, je ne retournerais pas enseigner. Elle n'a pas été retirée et j'ai annoncé ma démission. Savez-vous ce que vous allez faire? Au lieu de travailler là-bas, je ne sais pas, j'ai beaucoup de choses à faire, comme écrire. Je demande parce qu'il est dommage de faire taire votre voix. N'enseignerai pas. Au lieu de cela, je poursuivrai d'autres activités. Oui, en parlant d'écriture, vous avez écrit au moins 2 livres. Maintenant, je suis prudent. Une fois, j'ai interviewé Omar Bartov, et dans mon introduction, j'ai mentionné qu'il avait écrit 6 livres. Il m'a modestement corrigé environ 10 minutes plus tard, en disant en fait il en avait écrit 10. Donc, je fais attention maintenant. J'ai découvert 2 de vos livres. Le premier s'intitule « La Palestine dans les livres scolaires d'Israël, idéologie et propagande dans l'éducation ». Et je crois que le second, qui est plus récent, s'appelle « L'éducation à l'Holocauste et la sémiotique de l'altérité dans les livres scolaires d'Israël ».
Ici, la sémiotique fait référence à l'étude des signes et des symboles, tels qu'utilisés dans l'analyse du discours. Semiotics as in signs and symbols from discourse analysis. Oui, Right? D'accord. Cela vous rend particulièrement intéressant pour moi en tant qu'analyste du comportement spécialisé dans la linguistique. Je suis très intéressé de voir comment ce qui est enseigné dans les manuels scolaires israéliens affecte ce qui se passe à Gaza en ce moment. Nous allons y venir. J'ai vu que vous avez également reçu le prix Sakharov pour la liberté de penser, qui a été décerné par le Parlement européen. Comment cela s'est-il passé? Awarded by the European Parliament. How did that I don't happen? know. je ne sais pas. Ils l'ont juste décidé. Je n'ai aucune idée pourquoi. D'accord. Mais ils ont dû donner une référence basée sur votre travail, non? Based on your Non, c'est dans votre itinéraire. I think it was Je pense que la décision a été influencée par certaines personnes souhaitant l'attribuer à la fois à un Palestinien et à un Israélien. Cependant, il y a eu des objections, donc la décision a été prise de le donner à représentant des trois principales religions. Nous avons également partagé le prix avec un prêtre chrétien d'Angola, donc c'était une décision importante. Angola also sharing the prize. So it was kind of One thing that I like to do. Une chose que j'aime faire, ce qui peut sembler un peu contradictoire, est de consulter Wikipédia et ChatGPT. Je m'intéresse beaucoup à l'intelligence artificielle et je vois ChatGPT comme une sorte de Wikipédia sous stéroïdes, même si cette description peut paraître un peu maladroite. Lorsque je fais référence à Wikipédia, je suis pleinement conscient qu'il peut être biaisé et manipulé. Quant à ChatGPT, il est également biaisé dans une moindre mesure. Et j'ai en fait mené une expérience avec GPT au puits empoisonné. ChatGPT that has to do with poisoned wells. Yeah. So Alors, j'ai guidé ChatGPT dans ce que nous avons appelé l'entonnoir de vérité, jusqu'à ce qu'à la fin, il n'ait d'autre choix que d'admettre que cela s'était réellement passé. Mais cela m'a pris 20 minutes. Donc, je dis cela parce que je sais que les deux plateformes sont biaisées. Pour moi, Wikipédia sert de critère. Plus les critiques sur Wikipédia sont négatives, plus la personne m'intéresse. Maintenant, dans votre cas, j'ai trouvé quelques déclarations listées sur Wikipédia. Je ne sais pas si elles sont vraies, mais vous pouvez me le dire. La partie intéressante, c'est qu'elles sont là sans aucun commentaire. C'est différent avec votre frère, par exemple. Donc, j'ai une ou deux déclarations et je vous laisserai commenter dans un moment. Et je fais cela, et peut-être que je devrais contextualiser cela. Vous êtes une voix très courageuse. Vous êtes en Israël et vous êtes très critique envers Israël, l'État d'Israël et le projet sioniste, n'est-ce pas? Alors ce que j'ai ici, c'est que vous avez qualifié les soldats israéliens de meurtriers d'enfants, destructeurs de maisons et arracheurs de vergers d'oliviers. Vous avez également mentionné l'empoisonnement de puits, y compris de puits d'eau. Vous avez dit que les Israéliens étaient éduqués pour légitimer les massacres et pour glorifier les exploits militaires de Sharon, Barak et Rabin. Maintenant, j'ai une troisième déclaration, et avant de la lire, je l'ai devant moi, mais peut-être vous vous en souvenez. Vous avez fait un commentaire très puissant sur les mères. Savez-vous à quoi je fais référence? Seriez-vous prêt à partager et expliquer cette citation? Je ne me souviens pas des mots exacts, mais avant tout, je n'ai jamais dit que c'était des meurtriers d'enfants. Je veux dire, ces citations ne sont pas des citations directes, ce sont des paraphrases. Oui. Dois-je lire ce qui est écrit ici, et ensuite vous pourrez commenter? Peut-être que c'est plus facile. Oui, vous pouvez lire. D'accord. Donc encore une fois, c'est sur Wikipédia. Je ne cautionne pas du tout sa crédibilité. Mais apparemment, il est dit que vous avez affirmé que les mères israéliennes ne sont rien d'autre que des golems qui se sont retournés contre leur créateur et sont plus terribles et cruels que ceux qui dédient leur ventre à leur État paria et à l'armée d'occupation. Non, j'ai jamais dit quelque chose comme ça. C'est pas du tout moi. D'accord, je comprends. S'il vous plaît, soyez développé.
I said many things about mothers. I said that mothers J'ai parlé des mères dans divers contextes. J'ai mentionné qu'à travers l'histoire, les mères se sont souvent rebellées contre l'autorité. Par exemple, dans la Bible, la mère de Moïse l'a caché pour sauver sa vie. Et il y a d'autres instances où les mères ont défié l'autorité. always define J'ai fait référence à un philosophe qui a noté que les mères sont des pionnières dans la résistance à l'oppression. a philosopher who said that. De plus, j'ai discuté du rôle des mères à l'échelle mondiale, pas seulement des mères israéliennes, en soulignant que les mères qui laissent leurs enfants combattre dans des guerres pour les intérêts d'autres devraient plutôt protéger leurs enfants. Cette idée s'inspire du concept de courage de maman. Go back to be J'ai soutenu que nous avons oublié cet instinct protecteur, croyant à tort que nos enfants doivent leur service à l'État. because we lost Cette critique s'applique aux mères américaines, britanniques, israéliennes et d'autres mères dans le monde entier qui voient leurs enfants partir combattre dans des conflits qui ne sont pas les leurs. fight all these wars. Cependant, les autres déclarations qui me sont attribuées sont complètement fabriquées. But all the other things are really fabricated. I would never say that. Yeah, I would thought never so. say that. I thought so. Yeah. Oui, je le pensais. Before we continue, Maintenant, avant de continuer, j'aimerais un peu approfondir l'histoire de votre famille, si cela vous convient. it's all right with Peut-être en commençant par votre grand-père et votre père. C'est un aspect que j'ai négligé lorsque j'ai interviewé votre frère. Alors, seriez-vous prêt à élaborer? willing to elaborate a little Parce que vous n'êtes pas juste un universitaire israélien ordinaire, pour ainsi dire. Israeli and Votre famille a des racines profondes dans l'histoire même de la fondation d'Israël. Souhaiterais-tu élaborer? history of the foundation of Israel. Would you care to Yeah, my elaborate, please? grandparents were Zionists, what was called pioneers. Oui, mes grands-parents étaient des sionistes, souvent décrits comme des pionniers. Du côté de mon père, ils étaient des travailleurs socialistes, voire des communistes. Ils vivaient dans une communauté où tout était partagé, semblable à un kibbutz au début, puis ils ont réellement rejoint un kibbutz. Ma grand-mère était très fière de ses contributions, comme la construction de routes. Mes grands-parents, du côté de ma mère, étaient tous les deux médecins. Lui était plus un politicien, et je ne pense pas qu'il ait pratiqué la médecine en Israël, mais il était à la tête du ministère de la Santé dans le gouvernement pré-israélien. The Ministry of Health. Elle était dermatologue et a travaillé à Hadassah pendant 10 ans sans salaire. Je crois qu'elle a traité la moitié du Moyen-Orient pour des maladies vénériennes, des traumatismes, des maladies des yeux et d'autres conditions, y compris la lèpre. Elle était une pionnière dans la recherche sur la lèpre parce qu'elle soutenait que la lèpre n'est pas contagieuse. In her research on leprosy, because she said leprosy is not contagious. And I remember her going every Saturday to the Je me souviens qu'elle visitait l'hôpital des lépreux à Jérusalem tous les samedis, qui était près de chez nous, pour démontrer que la lèpre n'est pas contagieuse. Elle méritait une chaire de professeur pour ses recherches, mais à cette époque, il ne décernait pas de professorat aux femmes. À la place, son disciple masculin l'a reçue. Malgré cela, elle était une dermatologue exceptionnelle. She was really a great. Mon mari avait une maladie de peau rare il y a environ 30 ans et personne ne pouvait trouver de remède. On lui a conseillé de consulter les dermatologues les plus expérimentés car ils auraient probablement eu les connaissances pour aider. Il a vu un médecin qui avait 91 ans qui lui a dit que si sa professeure, ma grand-mère, avait été là, elle l'aurait guéri. Ma grand-mère était vraiment une pionnière et une médecin remarquable. So she was really a pioneer and a great doctor. And then my grandfather belonged to Mon grand-père faisait partie d'un mouvement semi-clandestin fondé par le philosophe Martin Buber, connu sous le nom de Pacte de paix. Ce groupe prônait pour un État binational, un État judéo-arabe. Lorsque Israël a été fondé, il était supposé devenir le ministre de la Santé. Cependant, en raison de son appartenance au pacte de paix, Ben Gourion l'a envoyé en Suède pour servir d'ambassadeur. Il a passé le reste de sa vie là-bas, tombant malade et finissant par décéder. Cela s'est passé particulièrement après l'assassinat de Bernadotte. Mon grand-père était un homme cultivé et civilisé, ce qui en faisait un choix approprié pour le poste. Fait intéressant, alors qu'il n'a jamais appris le suédois, ma grand-mère, elle, l'a appris en seulement quelques mois. And again, she Pendant mon enfance, nous leur rendions visite en Suède pendant l'été.
And we used to go there in the summer when I was little. Yeah. Mais il était co-signataire, tout comme ils l'étaient tous. Well, all of them were. All the Tous les membres du gouvernement pré-étatique ont signé cette déclaration et il était l'un d'entre eux. he was one of them. D'accord, c'était vos grands-parents. Et maintenant, passons à vos parents. My father was from the age of 16. Mon père avait 16 ans quand il a quitté l'école pour rejoindre la Haganah et le Palmach. Il a quitté le Palmach quelques mois avant qu'il ne soit démantelé, en disant « Nous avons fait notre travail, c'est terminé ». Ensuite, il est allé étudier le droit à Cambridge. Cependant, lorsque la guerre d'indépendance, la guerre de 48, a éclaté, il est revenu et a poursuivi une carrière militaire, prenant sa retraite finalement en tant que général. Malgré ses réalisations, il était toujours très critique sur divers sujets. En 1956, il a servi comme gouverneur de Gaza et a proposé d'accorder l'autonomie à Gaza pour servir de pont de paix entre Israël et l'Égypte. Malheureusement, le gouvernement n'a pas accepté sa proposition. Déçu, il a quitté l'armée pendant 3 ans pour étudier l'arabe et la littérature arabe. Il croyait que pour atteindre la paix, il était crucial de comprendre le peuple. Study Arabic and La culture ne fait pas pour les philosophes. have peace. We must know the people, their culture, the literature, the poetry, philosophy, and so on. And when he left the army at 68, Après avoir pris sa retraite de l'armée à 68 ans, about il a poursuivi son doctorat à l'UCLA, se concentrant sur Najib Mahfouz. Il est ensuite devenu professeur à l'Université de Tel Aviv. Bien qu'il se soit engagé en politique, il était plus un idéologue et trop honnête pour correspondre au moule d'un politicien typique. Cependant, il a fondé le Parti progressiste de la paix et a servi 2 mandats à la Knesset. Il a consacré la seconde moitié de sa vie à favoriser la paix entre Israël et la Palestine. Notamment, il a été le premier personnage éminent à se rendre à Tunis, déguisé en femme, pour initier des pourparlers avec Arafat. Il a entrepris cette mission avec son ami palestinien, Issam Sartawi, qui a plus tard été assassiné à cause de cette amitié. was later assassinated by his own people for this friendship. And then he was joined by two other Il était rejoint par 2 autres personnes, Uri Avneri et Yaakov Arnon, et ensemble ils ont créé le Conseil israélo-palestinien pour la paix. Il a consacré tout son temps et sa vie à cette cause. En conséquence, il a perdu tous ses amis et sa vie, ainsi que la nôtre et celle des enfants, étaient menacées. C'était très difficile. Cependant, c'était un homme très honnête et pragmatique. Il croyait que parvenir à la paix avec la Palestine et établir 2 États était la bonne chose à faire pour Israël. Il a été accusé de ne pas être un bon sioniste. Alors, il a poursuivi un journaliste en Cour suprême sur cette accusation. La Cour suprême a statué en sa faveur, lui attribuant un certificat affirmant qu'il était en effet un très bon sioniste. Il portait ce certificat dans sa poche en tout temps. very good Zionist. And he carried it in his pocket all the time. So he really did what he did because he thought it Il croyait vraiment que ce qu'il faisait était dans le meilleur intérêt d'Israël et de la région. Plus tard, il a été diagnostiqué avec un cancer et est décédé. Après les accords d'Oslo, lui et Edward Said les ont critiqués indépendamment. Juste 3 jours après Oslo, il a publié un article intitulé « Requiem pour Oslo », soulignant ses défauts et tromperies. Dans sa dernière interview, que je crois était avec Maariv, le titre disait « Rabin ne veut pas vraiment la paix ». Malgré leur amitié proche, qui persistait lors de ses voyages à Tunis et son implication dans les efforts de paix, Rabin, qui était tenu informé, est devenu très contrarié. Pourtant, même lorsqu'il est tombé malade, Rabin ne lui a jamais rendu visite. Bien qu'il n'ait peut-être pas été trop dérangé par cela, ma mère l'était certainement. Et c'est ainsi que les choses se sont passées. and so that was it. Pour résumer, si j'ai bien compris, votre père était général dans l'armée israélienne pendant la guerre de 1967. Après la guerre, il croyait qu'ayant gagné, il était désormais essentiel d'atteindre la paix. J'ai ici une déclaration qui semble presque prophétique. Il a dit que sans une solution à 2 États, il y aurait du terrorisme, du fascisme, et cela conduirait à la fin d'Israël. Nu maf went på tapari suing no sample soit à 100% acte.
Mr. Samzab, I'm not entirely sure if it's 100% Yeah. correct, this statement, but in that Even sense. during the war, because, they started the war and they went... Même pendant la guerre, parce qu'ils l'ont initiée et ont continué à avancer sans savoir où s'arrêter, son idée était d'atteindre toutes les capitales arabes et de ne pas partir avant d'avoir sécurisé un accord de paix avec chacune d'entre elles. Cependant, ces idées n'ont jamais été acceptées. Il a également prophétisé sur la situation actuelle, avertissant que les colons, avec leurs arsenaux, s'infiltrent dans la police et l'armée, nuisant finalement à Israël. Il avait une perspicacité prophétique, mais malheureusement, personne ne l'a écouté à l'époque. In that sense, but nobody listened to him then. Yeah. Yeah. Because you oui, mentioned parce que vous avez mentionné Bernadotte. J'ai effectivement cherché à en savoir plus sur son histoire. Pouvez-vous expliquer un peu? topic here, but it's very Nous n'avons pas besoin de nous attarder profondément sur ce sujet ici, mais c'est très intéressant. J'ai une autre interview avec un auteur nommé Tom Suarez. J'ai intitulé l'interview « Israël, un enfant de la terreur », parce qu'il a écrit un livre détaillant tous les actes de terreur qui ont eu lieu. Nous ne pouvons pas dire Israël, mais plutôt les précurseurs d'Israël et de l'IDF, tels que la Haganah, le Lehi et l'Irgun, étaient responsables de ces actes. L'un des assassinats qu'ils ont perpétrés était celui du comte Bernadotte. C'était un comte suédois, hautement reconnu pour ses initiatives de paix, même avant qu'il ne soit chargé du processus de paix entre, disons, Israël et la Palestine, n'est-ce pas? Let's say Israel and Palestine, right? Yes, and he was murdered. He was executed. Il a été assassiné et ce fut un moment très désagréable pour Israël. Ils ont dû reconstruire leur relation avec la Suède. C'est pourquoi mon grand-père a été choisi, comme je vous l'ai dit. C'était véritablement un homme de paix, de négociation et de culture. He was really a man of peace, of negotiation, of culture, and so on. Oui, l'assassinat du comte Bernadotte est la raison pour laquelle mon scalp a été envoyé en Suède. Was sent to Sweden? No, That I was the don't think trigger? so. Non, je ne pense pas. There were many reasons. Je pense qu'il y avait de nombreuses raisons. D'abord, c'était une forme de punition, et il voulait le ministère de la Santé, mais ne l'a pas obtenu. Ensuite, il y avait le problème avec Bernadotte. C'était la raison officielle. Ma grand-mère était toujours en colère à propos de toutes ces choses. Mother was always angry about all these things. Elle n'aimait pas ça en Suède. No, but Non, elle n'aimait pas le fait qu'il n'ait pas reçu ce qu'il méritait. receive what he deserved. Je comprends. Maintenant, si nous déplaçons le focus sur vous, que pouvez-vous nous partager sur vous-même? J'aimerais commencer, avec votre permission, en demandant comment l'histoire de votre famille a influencé vos pensées et croyances actuelles. Influence how you think today. I don't know. I think it's Je ne sais pas. Je pense que c'est un mélange de choses. Quand j'étais jeune fille, j'étais très patriotique et je n'écoutais jamais les critiques de mon père. then I went Mais ensuite, je suis partie étudier à l'étranger et j'ai commencé à entendre des choses sur Israël que je ne savais pas parce que, vous savez, nous n'avions pas la télévision ou quoi que ce soit, nous étions très endoctrinés, tous à penser de la même manière, et je pense que c'est cela qui m'a changée. Surtout quand j'étais à Paris. Là, j'ai rencontré des Juifs marocains qui sont partis à cause du racisme, et j'ai rencontré des Palestiniens, des Algériens et d'autres personnes. J'ai commencé à comprendre que certaines des choses qu'on nous disait n'étaient pas entièrement vraies. we were told were not completely true. Cela ressemble presque à un euphémisme, dire que certaines choses n'étaient pas entièrement vraies. Things not completely We were true. lied to, really. As a linguist, Oui, nous avons été induits en erreur. Finalement, j'en suis venue à comprendre le point de vue de mon père, bien que pas entièrement. Mon mari, qui avait voté pour mon père avant que nous nous rencontrions, partageait des opinions similaires. Bien que nous étions d'accord, nous n'étions pas très actifs. Cependant, nous avons participé à des manifestations et à des activités similaires. We were not active, really. We were not. We used to go to demonstrations and things like that. Yes. how was it for you? I mean, I know the Ça n'a pas dû être facile pour toi de grandir dans une société sioniste avec un père qui était ouvertement contre le projet, surtout en considérant le point de vue de ton frère. a father who was openly against the project. Non, comme je vous l'ai dit, il pensait être le meilleur sioniste.
Il avait même un certificat pour le prouver. He had a certificate. Yeah, but Mais le reste de la société israélienne ne l'a probablement même pas apprécié. appreciate his views, right? That's Oui, c'était très effrayant, mais nous savions qu'il faisait la bonne chose. what brought you Qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à la linguistique, à l'analyse du discours et spécifiquement à enquêter sur les manuels scolaires? investigating school books? Well, I studied French literature, really. J'ai étudié la littérature française et travaillé comme traducteur littéraire. J'ai terminé mon master en me concentrant sur la traduction. Lorsque j'ai décidé de poursuivre mon doctorat, mon professeur m'a conseillé qu'il y avait déjà de nombreux doctorats en traduction, mais m'a présenté un nouveau domaine qu'elle croyait que j'apprécierais, surtout parce que j'avais de jeunes enfants. Elle m'a introduit à l'analyse du discours et au développement du langage. Cela m'a conduit à me concentrer sur le discours de l'éducation, incluant à la fois le développement du langage écrit et oral dans les écoles, qui est devenu le sujet de mon doctorat. School. And this is my PhD. And then I studied for many years classroom research. J'ai étudié le discours en classe pendant de nombreuses années et j'ai rencontré du racisme, en particulier envers les enfants éthiopiens, sur lequel j'ai écrit. L'accès aux écoles est alors devenu très difficile. J'ai fait partie d'un projet dans une petite ville défavorisée. Là, j'ai découvert que les élèves ne pouvaient pas comprendre un merveilleux projet scientifique, même s'ils connaissaient tous les mots. Cela m'a conduit à explorer le discours de la science, en me plongeant dans le travail de chercheurs comme Halliday, Kress et Van Leeuwen. J'ai commencé à étudier le langage de la science, à la fois dans les salles de classe et dans les manuels. Cette recherche a commencé il y a de nombreuses années, et le livre que je prévoyais d'écrire n'est pas encore terminé. Une fois que je me suis plongée dans les manuels, j'ai découvert un problème urgent, la représentation raciste des Palestiniens. Mon expérience en sémiotique et en sémiotique sociale, acquise à Londres, m'a équipée pour mener une analyse multimodale de ces manuels, une méthode qui n'avait pas été précédemment appliquée. Les recherches antérieures sur les manuels n'avaient pas pris en compte la page entière, à la fois les visuels et le texte, et comment ces éléments interagissent. Cette approche a conduit à mon premier livre sur les manuels. À travers ma recherche, j'ai réalisé que les enfants israéliens sont éduqués d'une manière qui pourrait conduire à un autre holocauste. Ceci est l'un des facteurs les plus déterminants de l'identité israélienne, l'Holocauste. Le fait que l'Holocauste soit une pierre angulaire de leur éducation signifie que dès leur plus jeune âge, les enfants sont enseignés à ce sujet. Dans les premières années, de 3 à 8 ans, les éducateurs sont très prudents, évitant d'afficher des images atroces et terribles. Cependant, après cet âge, c'est incroyable ce qu'on leur montre et dit. Comme l'a dit un historien de l'Holocauste, nous ne leur enseignons que la pornographie du mal et que nous sommes des victimes. Par conséquent, ils n'ont aucune idée de ce qu'est la normalité. J'ai décidé d'étudier cela et de voir s'il existe un lien entre la manière dont l'Holocauste est enseigné et la représentation des groupes minoritaires tels que les Palestiniens, les Éthiopiens et les Juifs arabes dans les manuels scolaires. C'est le sujet de mon dernier livre. D'accord. Bien sûr, j'ai couvert tous les aspects du discours sur l'éducation. Pouvez-vous nous donner quelques exemples, à la fois sur les aspects verbaux, linguistiques et sémiotiques? Eh bien, l'aspect verbal est inclus dans la sémiotique parce que tous les signes et les significations qu'il véhicule sont considérés. Cela s'applique non seulement aux Palestiniens, mais aussi à d'autres groupes. L'identité israélienne, ou plus précisément l'israélité, est définie en opposition à plusieurs groupes. Principalement, elle contraste avec le juif de la diaspora, qui est décrit comme ayant péri dans l'Holocauste. Le juif de la diaspora est dépeint comme faible, manquant de force physique et incarnant les stéréotypes antisémites,
d'être efféminés, excessivement studieux, et ainsi de suite. En contraste, le sionisme aspirait à ce que les Juifs soient forts, à travailler la terre, à pouvoir utiliser une arme à feu et à maîtriser un cheval arabe. Essentiellement, il visait à émuler les Arabes, valorisant la force physique et la prouesse. Je veux dire, il visait à s'indigéniser au Moyen-Orient. C'est l'un des principes les plus importants du sionisme, la négation de la diaspora. L'idée était que toute la vie que les Juifs avaient eue pendant des milliers d'années dans d'autres pays devait être effacée, supprimée, et qu'ils devaient renaître. Pour les premiers socialistes comme Ben-Gourion, cela était acceptable. Ils voulaient nier, renier et oublier leur histoire, y compris leurs antécédents religieux et sociaux, et les pogroms, entre autres. Puis, les personnes pour qui ils voulaient fonder l'État, la communauté juive européenne, ont été exterminées. Alors, ils ont cherché d'autres juifs et les ont trouvés dans les pays arabes. Cependant, les Juifs des pays arabes ne voulaient pas nier leur vie antérieure parce que leurs expériences n'étaient pas aussi négatives. Ils avaient leurs raisons de venir vivre dans le pays d'Israël, principalement religieuses, mais aussi pour des raisons sionistes. Ils ont été forcés d'abandonner leur langue, leurs coutumes, leurs pratiques religieuses, leur culture et leur musique. Ils ont été traités comme des citoyens de seconde ou de troisième classe pendant 3 générations. Cela est également vrai pour les Juifs éthiopiens. L'éducation, surtout après l'échec de 1973, a conduit de nombreux jeunes à se demander s'ils voulaient rester dans un pays où le risque de mort était constant et la vie semblait manquer de valeur. En réponse, le ministère de l'Éducation a cherché des moyens de les encourager à rester et de les convaincre de la nécessité de sacrifier leur vie pour l'État. L'éducation sur l'Holocauste est devenue un point d'attention majeur, avec une approche très intensive. Par exemple, le guide du professeur pour le 2e grade suggère que les Juifs ont été exterminés parce qu'ils manquaient d'un État. Cela implique qu'avoir un État permet maintenant l'autodéfense contre les menaces potentielles, en nommant spécifiquement les Arabes. Cette comparaison entre les nazis et les Arabes est fréquente, non seulement dans la rhétorique politique, mais aussi dans les matériaux éducatifs. Les Palestiniens, lorsqu'ils sont mentionnés, sont souvent absents de la culture, du discours, de la conscience et des manuels scolaires israéliens. S'ils sont représentés, c'est typiquement comme des problèmes plutôt que comme des êtres humains. Dans les manuels scolaires israéliens, il y a des centaines de livres couvrant divers sujets et les enseignants ont la liberté de choisir ceux à utiliser. Cependant, aucun de ces livres ne contient une seule photographie qui dépeint une personne arabe comme un être humain comme nous. Au lieu de cela, ce que vous trouvez, ce sont des caricatures racistes représentant les Arabes comme des figures sorties de contes comme Ali Baba, avec un chameau, ou comme des réfugiés, des agriculteurs primitifs et des terroristes. C'est ainsi que les Palestiniens sont représentés. De même, les minorités juives qui font face à la discrimination, telles que les Juifs arabes et les Éthiopiens, sont dépeintes comme des groupes homogènes plutôt que comme des individus avec des rôles et professions divers. Par exemple, vous ne voyez jamais un docteur éthiopien représenté. Ils sont présentés presque comme s'ils appartenaient à une seule race, sans identité visuelle. La seule chose mentionnée à leur sujet est la manière dont l'État gère ces problèmes. Ils sont tous perçus comme des problèmes. Ce qui unit tout le monde, c'est l'Holocauste. Il est devenu ce qu'on appelle le traumatisme choisi d'Israël, affectant tout le monde. Une étudiante éthiopienne, une amie, lui a dit « Je voulais me sentir israélienne, alors je suis allée à Auschwitz. C'est la porte d'entrée pour être israélien. » De plus, les victimes de l'Holocauste sont représentées en groupe et non comme des individus, même si toutes les informations sont disponibles. Ainsi,
À part Anne Frank et quelques autres, ils ne sont pas vus comme des individus. Comme le professeur Zimmermann et Zuckermann l'ont souligné dans leur nouveau livre sur l'Allemagne, ils ne sont pas reconnus comme des individus. Ils sont devenus les 6 millions, transformés en symboles de menace. Les livres les dépeignent comme des exemples de juifs auxquels nous ne voulons pas revenir. Ce récit est utilisé pour justifier des actions contre les Palestiniens et d'autres. Ben Gurion a exprimé sa honte pour ces juifs parce qu'ils n'ont pas résisté, se distançant de ce groupe. Initialement, les discussions se concentraient uniquement sur des actes d'héroïsme, tels que le soulèvement de Varsovie. Avec le temps, le récit s'est élargi pour reconnaître que survivre au jour le jour dans de telles conditions était également une forme d'héroïsme. Cependant, le sentiment sous-jacent restait que seule une forme d'héroïsme rendait ces individus dignes de mention. Ce qui est clair, c'est ce que j'appelle, ou ce que d'autres appellent, le projet sioniste. Cela n'a rien à voir avec l'Holocauste, car cela a commencé en 1880. Moi-même, avant de commencer ce voyage, il y a environ 1 an, en commençant par ma première interview avec votre frère basée sur son livre « Le fils du général », que j'ai lu il y a 10 ans et qui m'est toujours resté en mémoire, je croyais également qu'Israël avait été créé à la suite de l'Holocauste. Mais c'est ce qu'on enseigne aux gens, surtout aux enfants, qu'Israël est une alternative à l'Holocauste. Et c'est tout. Alors, comme je vous l'ai dit, les historiens et les éducateurs de l'Holocauste sont très opposés à cette notion. Ils soutiennent qu'Israël n'est pas une alternative à l'Holocauste. Ils soulignent que les étudiants n'apprennent rien d'autre, surtout pas sur la vie des Juifs, avant qu'ils ne viennent en Israël ou avant qu'ils ne soient exterminés. Ils apprennent beaucoup sur l'extermination par les Allemands, mais ils n'apprennent pas sur la vie des personnes avant qu'elles ne soient anéanties. En conséquence, il devient difficile de les pleurer en tant qu'individus. Et vous ne pouvez pas ressentir d'empathie parce que vous ne pleurez pas un tas d'ossements sur une charrette, ce qui est ce qu'il leur montre. Vous pleurez des personnes qui ont vécu. Vous pleurez Anne Frank parce que vous savez quelle sorte de fille adorable elle était. Vous ne la voyez pas dans sa mort, vous la voyez dans sa vie. Et quand vous ne montrez aux gens que cela, vous ne pouvez pas les pleurer. Vous ne pouvez pas vous identifier à eux. Au lieu de cela, vous devenez juste très craintif. Tout le monde nous déteste, tout le monde veut nous exterminer et nous devons nous protéger, surtout contre... La menace existentielle est cruciale pour cela. Même maintenant à Gaza, ils disent que c'est une guerre de oui. Alors, si nous nous tournons maintenant vers vos livres et leur relation avec ce sujet, nous parlons d'endoctrinement dès le plus jeune âge. Plus tard, cela se confond avec la propagande. Mais où est le lien direct entre cet endoctrinement précoce et ce qui se passe littéralement en ce moment à Gaza? Indoctrination and again, literally what's going on right now in Gaza. Well, let's not simplify, hein? Eh bien, ne simplifions pas trop. L'éducation englobe bien plus que de simples manuels. Elle inclut la culture, les mouvements de jeunesse, la politique, la religion, et ainsi de suite. Si vous lisez les témoignages des soldats dans les livres publiés par Breaking the Silence, vous verrez que beaucoup d'entre eux, surtout dans le livre remarquable de Noam Chayut, La fille qui a volé mon Holocauste, qui est une lecture essentielle pour quiconque cherche à comprendre cette question. Il est l'un des fondateurs de Breaking the Silence. Ils disent souvent qu'ils ont été éduqués à croire que tout ce qu'ils font aux Palestiniens nous sauvera d'un autre Holocauste. Aujourd'hui, la même rhétorique est utilisée. Les gens assimilent les Palestiniens aux nazis, les étiquetant comme tels. C'est pourquoi je crois qu'il est important de clarifier qu'ils ne sont pas des nazis. Ce sont des personnes occupées qui se sont rebellées de manière dure et féroce,
semblables à d'autres rébellions que nous avons vues et dont nous nous souvenons, comme celles en Algérie et au Brésil. Ces rébellions étaient marquées par une colère significative. De plus, les assimiler à des nazis implique que le dialogue est impossible parce qu'ils sont considérés comme antisémites, entre autres raisons. Cette mentalité suggère qu'ils ne sont pas des partis avec lesquels nous pouvons négocier. Il est presque devenu un archétype, profondément ancré dans l'inconscient. Juste après le 7 octobre, il y a eu une tentative d'assimiler le Hamas à l'ISIS. Cependant, il est rapidement devenu évident que cette comparaison n'était pas aussi puissante que celle du Hamas avec les nazis. En seulement 2 ou 3 jours, j'ai clairement observé un changement de la comparaison initiale à celle où le Hamas était assimilé aux nazis. Parce que nous comprenons cette comparaison. Mais il y a un livre du professeur Zuckerman sur la guerre du Golfe, intitulé « Holocauste dans la chambre scellée ». Nous devions aller dans la chambre scellée chaque fois qu'il y avait un bombardement, et les gens se sentaient immédiatement comme les pauvres juifs sans défense. Aussi, dans les manuels scolaires et les questions d'examen de matriculation, il y a un chapitre sur la formation de la mémoire de l'Holocauste. Ce chapitre ne mentionne pas l'Holocauste lui-même, mais énumère toutes les attaques terroristes par les Palestiniens depuis 1975. Après chaque rapport sur les attaques, comme le meurtre à Munich ou Entebbe, et tous ces événements, il est dit que dans ces événements, les Israéliens ressentaient leur vulnérabilité et faiblesse et ont commencé à s'identifier aux survivants de l'Holocauste. La représentation des attaques terroristes palestiniennes comme des crimes antisémites odieux élimine le contexte. Oui, ce sont des crimes, mais ils se produisent dans un contexte plus large qui est souvent non divulgué. Seules les actions sont mises en avant. Après chaque attaque, les Israéliens sont rappelés de leur vulnérabilité et faiblesse face à leurs ennemis. Cela a façonné le souvenir de l'Holocauste. Par conséquent, il existe une connaissance limitée sur la Palestine et la diaspora juive. L'histoire de la Palestine n'est pas incluse dans le programme scolaire. Par exemple, un livre de géographie déclare que Jérusalem a toujours été la capitale d'Israël, avec une note précisant que cela exclut les 2000 ans pendant lesquels les Juifs étaient absents de la région. Ainsi, ces 2000 ans sont effectivement ignorés. So these 2000 years are erased. Ottoman Empire, Jesus, I don't know everything. L'Empire ottoman, Jésus et de nombreux autres sujets sont inclus, soulignant la nature délibérée et frappante de cette comparaison et de cet endoctrinement. À l'âge de 17 ans, les élèves visitent Auschwitz, enveloppés dans un drapeau israélien et accompagnés de soldats armés. Cette expérience les rend extrêmement nationalistes et avides de vengeance, non pas contre les Allemands, mais contre les Palestiniens, qu'ils considèrent comme des exterminateurs potentiels. Un anthropologue qui a accompagné des écoliers à Auschwitz a documenté leur réaction. En quittant le camp de la mort, certains élèves ont exprimé des sentiments extrêmes, disant des choses comme « Nous allons faire la même chose à Gaza. Ils méritent 4 holocaustes ». Ces commentaires n'ont pas été critiqués par les enseignants. Did not, criticize it. By the way, he brings. Au fait, il partage une histoire sur un voyage qui incluait à la fois des étudiants arabes israéliens et juifs israéliens. Pendant ce voyage, le meurtre de Muhammad Abu Khdeir a eu lieu. Il a été brûlé dans la forêt de Jérusalem. Immédiatement après cet événement, le directeur et les enseignants des étudiants arabes israéliens les ont rassemblés et ont souligné l'importance de ne pas héberger de haine ou de chercher à se venger. Ils ont encouragé à se souvenir du voyage comme une opportunité de favoriser l'amitié et l'acceptation. Cependant, les enseignants juifs n'ont pas adopté une approche similaire. Cela suggère qu'il pourrait y avoir une intention de créer des individus mus par la vengeance et la xénophobie.
Le message sous-jacent semble être que l'autre est responsable de toute leur tragédie, les conduisant à agir comme on leur a instruit. So they go and do whatever they're told. Je tente d'établir un lien entre le contenu que vous avez découvert dans les livres et ce qui se passe actuellement à Gaza, ainsi que le langage génocidaire utilisé par les politiciens israéliens. Alors comment pouvons-nous aborder au mieux cette question? So how can we address this best? I don't think there is a direct link. You cannot find direct links with anything. Je ne pense pas qu'il y ait un lien direct. Vous ne pouvez pas trouver de lien direct avec quoi que ce soit. Cela fait partie de l'éducation. Selon le professeur Kress, les manuels scolaires sont une ponctuation de la sémiotique. Ils cristallisent le sens donné à la réalité à un certain moment. C'est pourquoi, lorsque les gouvernements changent, ils se disputent au sujet des manuels scolaires, en particulier dans les études civiques et l'histoire. And that's it. Et c'est tout. Dans 2 ans, ce sera autre chose. Ainsi, cette ponctuation de la sémiotique, comme mettre un point final et vous donner le sens qui est fait maintenant, reflète cela. That is made now. Okay? It reflects that. But I don't think the textbooks have such a Mais je ne pense pas que les manuels jouent un rôle aussi crucial. role. I think they're Ils sont importants parce que les étudiants doivent les lire pour les examens. Donc, c'est probablement la seule chose qu'ils lisent sur ce sujet. C'est ce qu'ils savent. Cependant, il y a beaucoup d'autres choses à part les manuels qui influencent la culture, la mentalité et même les chansons populaires. Ces chansons parlent toutes de notre terre, de notre patrie et de la croyance que nous devrions mourir pour elle. die for it and so Nous avons tous été avec ces chansons. we were brought up on these songs. All of us. I'm asking, Je demande parce que, pour un étranger, il semble difficile de croire ce que nous entendons aujourd'hui de la part des politiciens israéliens est accepté. Donc il doit y avoir un système très sophistiqué de propagande, de manipulation et d'endoctrinement qui est actif depuis au moins 50, 60 ou 70 ans, n'est-ce pas? Comme vous l'avez dit, il y a tout un pot pourri d'éléments qui contribuent à cela. Donc, là où je veux en venir, c'est que je sais que les gens ont beaucoup moins de contrôle sur ce qu'ils disent qu'ils ne le pensent. much less control over what they're saying than they think. And on the flip side, people also D'un autre côté, les gens sous-estiment généralement le pouvoir des mots, surtout lorsqu'ils véhiculent des images qui atteignent le subconscient. Je voulais voir si votre recherche a trouvé une forte corrélation entre ces éléments et les événements actuels. Je fais référence aux images que nous voyons maintenant, comme le nombre écrasant d'enfants morts, qui sont justifiés par un langage génocidaire. Par exemple, Herzog a dit « Il n'y a pas de Palestiniens innocents. Tout le monde là-bas mérite de mourir. » Des déclarations comme celle-ci sont préoccupantes. like everybody there deserves to die. This kind of things. Well, right? the government today is the far Le gouvernement aujourd'hui est extrêmement de droite. Ce sont les colons, les gens contre lesquels mon père nous avait mis en garde. education. En ce qui concerne leur éducation, je ne crois pas que les livres que j'ai étudiés occupent une place importante dans leur programme. Je ne suis pas sûre en ce qui concerne l'aspect linguistique. Language. No, the Sémiotique. texts that I studies are the mainstream Les manuels que j'étudie sont ceux approuvés pour les écoles laïques. Ce ne sont pas les matériels enseignés dans les colonies. It's not what they learn in the settlements. Okay? Okay, but D'accord, mais la plupart des 300 000 réservistes de l'armée actuellement sont juste des gens normaux, n'est-ce pas? Ils ont des emplois et des familles. Exactement. Donc, ils sont le public qui lit ces livres. so I don't that's the think audience who read those it's, books. it's a direct link. They have other things. And C'est un lien direct. Il se concentre sur d'autres aspects, mais je crois que cette éducation, en particulier concernant l'Holocauste, leur inculque, comme je dirais, une peur intense. Cette peur est si accablante qu'ils feraient tout pour éviter une tragédie similaire. Ils croient sincèrement qu'ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour l'empêcher. everything to prevent it. And this Cet état d'esprit est ce qui rend le racisme si terrible. okay, that you can feel Vous pouvez avoir des sentiments profonds pour des gens et des enfants qui, vous est-il dit, sont des vôtres, parce qu'ils appartiennent à une communauté imaginée.
Vous ne les connaissez pas personnellement. Pourtant, vous ne ressentez rien pour les gens et les enfants qui, vous est-il dit, sont vos ennemis. C'est là que le racisme entre en jeu. Je pense que le discours israélien est extrêmement raciste, y compris dans les conversations de tous les jours. Israeli discourse is terribly racist, even everyday discourse, everyday talk. If you come to Israel, everybody asks you immediately if you... Si vous visitez Israël, vous constaterez que les gens demandent souvent si vous êtes juif, et si oui, si vous êtes séfarade ou ashkénaze. Beaucoup considèrent cela comme de la conversation banale, mais c'est en réalité enraciné dans le racisme. Ce type de racisme est profondément ancré et est devenu évident dans les attitudes actuelles. Les gens s'identifient profondément aux individus enlevés qu'ils croient faire partie de leur propre groupe, malgré le fait de ne pas les connaître personnellement. Pourtant, ils se sentent indifférents envers les femmes, les enfants et les autres considérés comme étant du côté opposé. Cette profonde indifférence est une manifestation claire du racisme profondément enraciné. L'éducation a joué un rôle significatif dans la perpétuation de ce racisme, pas seulement à travers les manuels scolaires, mais par divers moyens. J'ai entendu Ben Gurion dire qu'il se fichait des otages. Ne parlons pas de lui. D'accord? Il n'est pas pertinent pour cette discussion. D'accord. D'accord. Non, ce gouvernement entier est composé de fondamentalistes fous et de criminels. Que pouvons-nous dire? C'est très typique d'un gouvernement fasciste. Oui, le fascisme semble réapparaître dans un certain nombre de pays. Ouais, c'est à ça que je pensais tout le temps quand nous parlions. Je pensais aux soldats américains en Irak qui ont commis des atrocités à des milliers de kilomètres de chez eux. Et ils croient également qu'ils sauvent l'Amérique. Comment est-ce que vous endoctrinez les gens pour faire ça, tu sais? Il ne s'agissait pas de voisins. 75% des soldats américains en Irak croyaient que Saddam Hussein était impliqué dans le 11 septembre. Certains d'entre eux, comme je l'ai découvert lors de l'un de mes entretiens, avaient même gravé des images des tours jumelles et du Pentagone sur leur casque. C'est un exemple clair d'endoctrinement et de propagande. Il semble très facile de faire cela. En Israël, des voisins sont venus et ont massacré des gens. Donc, vous pourriez comprendre la peur, la colère et la croyance que si nous ne les écrasons pas, ils commettront un holocauste. Les gens oublient que nous sommes une puissance nucléaire et qu'ils n'ont rien. Donc peut-être que vous pouvez comprendre. Mais les Américains allant en Afghanistan et en Irak, qu'ont-ils perdu là-bas? C'était basé sur ce mensonge. Oui, tout est basé sur des mensonges, y compris le mensonge qu'il n'y a pas de personnes innocentes à Gaza. La plupart des Gazaouis ne sont pas des terroristes. Ils ne sont pas venus pour nous massacrer. La plupart des Gazaouis veulent vivre en paix. Mais ce fait est souvent oublié. Des situations comme celle-ci sont enflammées par des politiciens comme Ben Gvir et d'autres figures nuisibles. À propos, connaissez-vous l'emplacement du festival de musique qui a été attaqué le 7 octobre par le Hamas? Savez-vous où il se trouve? À quelle distance cela se trouve-t-il de Gaza? C'est très proche, semblable à la distance jusqu'à Tegucigalpa. En même temps. 1 kilomètre? 10 kilomètres? Non, c'est très proche, juste à côté de la frontière. L'ambassadeur Friedman, que j'ai interviewé, a attiré mon attention sur ce point. Je paraphrase ici. Il a dit « Imaginez avoir un festival de musique juste à côté d'un camp de concentration. Maintenant, imaginez que les gens du camp de concentration peuvent voir et entendre tout cela. Puis ils se libèrent après, je ne sais pas, combien de décennies de souffrance. » Eh bien, ce n'est pas seulement à propos du festival de musique. Ils n'ont pas eu d'eau potable depuis plus d'une décennie. Et ils voient les arroseurs arroser l'herbe et remplir les piscines dans les kibbutzim.
Il y a de nombreux problèmes. Ils n'avaient pas de nourriture convenable. Ils ne pouvaient pas sortir, étudier ou voyager. Il y a beaucoup de raisons, pas seulement le festival de musique. Mais encore, la plupart de ces personnes n'ont pas commis ces actes. Ce fait est souvent négligé. La plupart de ces personnes n'ont pas commis de massacre, de viol ou l'une des atrocités associées aux terroristes. Cependant, c'est toujours comme ça. En Israël, même ceux qui s'identifiaient auparavant comme des sionistes de gauche se déplacent maintenant vers la droite. Oui, il y a un glissement vers la droite dans toute la société israélienne, ce qui permet probablement à Netanyahou et à ses collègues de maintenir leur position. Oui, bien sûr, il s'appuie sur cela. C'est un cercle vicieux. La société se décale davantage vers la droite, entraînant plus d'oppression. Cette oppression accrue produit alors plus de terrorisme, qui à son tour conduit à plus de répression, et le cycle continue. Ils sont intéressés par cela pour de nombreuses raisons. D'ailleurs, je continue de penser à ce que tu as lu sur Wikipédia, où il était mentionné que j'avais dit que les soldats sont des meurtriers. J'ai été convoquée à la police et interrogée. Ils m'ont dit que j'avais téléchargé une vidéo où je traitais les soldats israéliens de meurtriers et les membres du Hamas de combattants de la liberté, entre autres. J'ai dit que je n'avais jamais fait ça et demandé où était la vidéo. Ils ont dit que la vidéo avait disparu, mais que des gens l'avaient vue. Soudain, j'ai pensé que peut-être certaines personnes avaient lu cela sur Wikipédia. J'ai interviewé un bon nombre d'autres scientifiques, par exemple le Dr Daniel Ganza et Roy McGovern, qui est surnommé l'avocat du Hamas. Ils disent tous la même chose. Wikipédia est utilisé pour les diffamer. Les mécanismes derrière cela sont connus et font actuellement l'objet d'une enquête par des journalistes. Donc, malheureusement, si vous voulez connaître la distance de la Terre à la Lune ou combien de secondes il y a dans 1000 ans, vous pouvez compter sur Wikipédia. Mais quand il s'agit de questions politiques ou sensibles, vous ne pouvez pas lui faire confiance, car cela dépend de qui écrit le contenu. Exactement. Les modérateurs font partie d'un système très sophistiqué. Mais aujourd'hui, les gens sont licenciés pour un seul mot. Et vous êtes convoqué à la police parce que quelqu'un a dit quelque chose à propos de quelque chose. J'ai été réellement surpris. Je me suis demandé pendant longtemps comment quelqu'un d'aussi franc que vous peut continuer à enseigner en Israël. Comment cela a-t-il été possible jusqu'à maintenant? Jusqu'à présent, nous avions une liberté académique totale, plus que dans tout autre endroit que je connaisse. J'ai créé mes propres cours et enseigné ce que je voulais. Personne ne m'a jamais surveillé ou censuré. Malgré les plaintes de groupes fascistes extérieurs, l'université a toujours maintenu que tant que les étudiants étaient satisfaits, c'était tout ce qui importait. Nous avions vraiment une liberté académique totale, sauf pour les conférenciers arabes, qui étaient surveillés. Oui, mais Ilan Pappe n'est pas un conférencier arabe, et il a été renvoyé de son poste. Il n'a pas été expulsé. Oui, il a dû les poursuivre en justice par la suite, et en conséquence, il a été réintégré. Oui, il y avait quel problème? À la fin, il aurait pu rester s'il l'avait voulu. Cependant, il a choisi de partir à cause des menaces de mort. Au départ, j'ai décidé de partir. J'ai dit que je ne pouvais pas travailler dans une institution dont le président m'a qualifié de soutien au terrorisme. S'il ne retire pas sa déclaration, je ne reviendrai pas. Envisagez-vous toujours d'intenter une action en justice contre le collège? Non. Non, tout d'abord, je ne suis pas intéressée à poursuivre en justice. Ces processus sont longs et problématiques. De plus, beaucoup de juges en Israël ont de nos jours un certain biais. Donc non, je ne veux pas m'engager dans cela. Techniquement, je pourrais parce que c'est de la diffamation. Je n'ai jamais dit que je soutiens le Hamas ou quoi que ce soit de ce genre.
mais s'impliquer dans des affaires juridiques signifie s'y immerger profondément, et j'ai d'autres priorités. Je retourne à mon travail sur un livre concernant le discours scientifique que j'ai repoussé pendant de nombreuses années, et je vais me concentrer là-dessus. Sur cette note, Nurit, merci encore pour votre temps. C'est vraiment apprécié. Je vous souhaite tout le meilleur sur ce nouveau chemin dans votre vie. Part of your life.